Série Le Philosophe et ses questions, l'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à les sciences humaines, de la géographie à la géopolitique, le passé 1, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive. Et notre ami Benjamin à la régie. Donc effectivement, nous poursuivons aujourd'hui, si vous le voulez bien, chers amis, notre enquête sur les sciences humaines, mais cette fois de la géographie à la géopolitique, c'est-à-dire le passé. Les sciences humaines, en effet, sont peut-être moins récentes que ce que nous croyons, puisque à côté de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie, de l'économie, eh bien, nous savons aussi qu'il y a l'histoire, la science politique qui se sont développées depuis l'Antiquité. Et il en va de même pour la géographie qui a donné lieu à la géopolitique, auquel nous allons consacrer aujourd'hui notre émission de la géographie à la géopolitique. Nous commençons donc par l'histoire de la géographie à partir d'un texte que notre ami le doyen François Guéry va nous faire le plaisir de lire, du grand géographe de l'époque hellénistique, Strabon, moins 60, moins 20, donc avant Jésus-Christ. C'est des chiffres probables. Et nous vous écoutons, cher François. Strabon, la naissance de la géographie dans la Grèce antique. À l'imitation de nos prédécesseurs, nous avons présenté Homère comme le fondateur de la science géographique. Homère, par son expérience des conditions pratiques de la vie des peuples, non content de s'intéresser à l'histoire, y a joint l'étude de la géographie, tant l'étude partielle des localités que l'étude générale des mers et de la terre habitée, l'écoumène. Il commence par nous représenter la Terre, enveloppée de tous côtés et baignée par l'océan. Il n'est guère vraisemblable que l'océan Atlantique puisse être divisé en deux mers distinctes, et il paraît plus probable que le dit océan est un et continu. Restent les objections d'Hipparque, mais cela fût-il accordé, il n'en résulterait pas moins, nécessairement, que la mer Atlantique dût former un seul courant, circulaire et continu. Hipparque fait remarquer que quiconque se propose de décrire les caractères propres de telle ou telle contrée a essentiellement besoin de recourir à l'astronomie et à la géométrie pour bien en déterminer la configuration, l'étendue, les distances relatives, le climat ou la situation géographique, la température et en un mot, toutes les conditions atmosphériques. Comme tous ces faits maintenant tirent leur principe du mouvement du Soleil et des autres astres, des corps, nous voilà forcés d'élever nos regards vers le ciel. Il s'ensuit donc qu'il existe une certaine corrélation entre les études astronomiques et géométriques. Il est une autre considération, c'est que la géographie répond surtout aux besoins de la vie politique. Où s'exerce en effet l'activité humaine, si ce n'est sur cette terre, sur cette mer que nous habitons. La géographie a aussi son côté spéculatif ou théorique qu'on aurait tort de dédaigner, en ce qu'il touche à la fois à la technique, à la mathématique, à la physique. Il est donc évident que la géographie exerce une influence directe sur la conduite des chefs d'État par la distribution qu'elle fait des continents et des mers, tant en dedans qu'en dehors des limites de la terre habitée. Strabon, la géographie, livre 1. Donc voilà un texte qui présente au fond la géographie. Quelques mots, si vous le voulez bien, cher Alexandre, sur Strabon, un grec d'Asie mineure, 63-25 avant Jésus-Christ. On sait qu'il avait effectué de nombreux voyages en Italie et en Afrique, et puis il s'est installé à Rome pendant la période augustéenne, après la mort de César. Et donc son livre, La géographie, a été traduit à la Renaissance par un humaniste italien, Guarino de Vérone, et Napoléon, en France, l'a fait traduire encore une fois. Alors, que faut-il retenir de l'extrait que nous venons de lire? Eh bien, il me semble premièrement des lumières sur l'histoire de la géographie dans la Grèce antique, et deuxièmement, une conception de la géographie qui en fait débouche déjà directement, c'est quand même très étonnant, sur la géopolitique. Alors premièrement, l'histoire de la géographie. Dans le premier chapitre de son grand livre, en 17 volumes, Strabon se réclame de toute une légion de philosophes, de géographes, dont il dit qu'ils étaient tous philosophes, et la géographie était alors une branche de la philosophie naturelle. Dans cette vaste série, on trouve ce que nous dit le texte, Homère et Hipparque, et on devrait ajouter, il en parle ailleurs, Ératosthène et Polybe, et beaucoup d'autres.
Bref, nous savons effectivement qu'après les Égyptiens et les Babyloniens, eh bien, les Grecs ont accordé un grand intérêt à la géographie. Et comme Strabon, ils ont reconnu d'emblée à Homère, le grand poète Homère, une place éminente, parce que, dit-il, n'est-ce pas dans ce texte, eh bien, Homère a donné une étude des localités comme une conception d'ensemble sur la mer et sur la terre habitée, l'écoumène. Et on devrait ajouter d'ailleurs que dans la période alexandrine, il en parle ailleurs, n'est-ce pas, Ératosthène de Cyrène, qui est mort à Alexandrie, est celui, n'est-ce pas, c'est extraordinaire, qui a mesuré la circonférence de la Terre déjà avec une incroyable exactitude en comparant les angles formés par les rayons du soleil entre deux villes, Sienne et Alexandrie, et un 21 juin au solstice d'été à midi. Et donc déjà une mesure de la circonférence de la Terre tout à fait remarquable. Il y a également Hipparque, 190-120 avant Jésus-Christ, qui est mort à Rhodes, et qui lui, n'est-ce pas, a décrit qu'il y avait peut-être un continent entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. Strabon le mentionne, n'est-ce pas, mais il n'est pas d'accord, lui il pense que non. Après eux, eh bien, en fait, il y a eu d'autres très grands géographes, et en particulier Ptolémée, 100-168 après Jésus-Christ, avant évidemment Strabon, qui, en fait, Ptolémée qui vivait en Égypte, n'est-ce pas, Claude Ptolémée, en vérité, a conçu une géographie à partir des coordonnées cosmographiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a projeté sur la carte les données qu'on avait déjà recueillies sur le ciel. Et donc, il a rassemblé l'ensemble des connaissances qu'on avait dans l'Empire romain pour dessiner cette cosmographie fondée sur les méridiens, avec des parallèles et des proportions, n'est-ce pas, cartographiques de la Terre habitée. Et là aussi, au fond, c'est une date très importante parce que c'est son œuvre qui sera traduite encore une fois à la Renaissance, eh bien, qui va donner l'essor à toute la cartographie moderne. Et donc, on avait déjà tout un ensemble de connaissances pour, au fond, découvrir et explorer les continents habités, pour mesurer l'espace terrestre, pour situer la Terre dans l'espace et, en fait, dessiner la cosmographie. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est la définition, qui est quand même très étonnante, que nous donne Strabon de la géographie. Pour lui, c'est la description rationnelle d'une géographie physique, comme nous l'appelons aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est-à-dire les océans, les terres. C'est un ensemble, évidemment, qui comprend aussi, ou qui s'appuie sur l'astronomie et la géométrie. Et donc, si l'objet de la géographie, c'est bien la détermination des territoires de la Terre, mais c'est aussi, n'est-ce pas, la configuration, l'étendue, la distance et son corrélat atmosphérique, recherche des climats, n'est-ce pas, de la température. Elle est liée à la mesure, à la mathématique et au ciel, c'est-à-dire à l'astronomie, mais cette géographie physique, évidemment, repose sur une géographie mathématique. Ajoutons que, au fond, ça, si on prend la géographie physique aujourd'hui, c'est un programme qui est absolument actuel, parce que la géodésie, la géophysique, l'océanographie, tout cela, c'est ce que font les géographes aujourd'hui. Strabon ne s'arrête pas là. Il mentionne également, et ce n'est pas moins important, la géographie humaine et la géographie politique. La géographie humaine, c'est l'activité humaine sur la Terre et les rapports qu'il y a entre elle et l'influence, si vous voulez, directe de la Terre. Et aussi, dit-il, le rapport entre cette géographie et l'activité, n'est-ce pas, des chefs d'État, des politiques. Autrement dit, pour Strabon déjà, la géographie est un tout en progression. Et donc, cela me conduit aux questions que je voudrais poser. D'abord, évidemment, à vous, Alexandre. Nous sommes très heureux, n'est-ce pas, d'avoir aujourd'hui Alexandre avec nous, qui est notre cher Alexandre, n'est-ce pas, qui est un grand géopolitologue. Et je dirais même, enfin, en regardant un petit peu les géopolitologues, Alexandre, sur Internet, est-ce que vous savez que vous avez 3 800 000 entrées? Qui dit mieux? Vous me l'avez appris. Qui dit mieux? Donc, vous avez fait des livres qui ont eu un grand succès sur des questions de géopolitique. Ça comprend sûrement une vingtaine d'opposants quand même. Oui, vous avez beaucoup d'opposants, certainement. Mais en tout cas, donc voilà, les questions que je veux vous poser, elles sont, la première, c'est quel rôle, au fond, cette géographie dans l'Antiquité a joué dans la science géographique moderne, et pourquoi, au fond, elle n'est réapparue qu'à la Renaissance. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas,
dans la science historique, qui n'est pas la géographie, une place, et surtout la science historique française, une place au fond fondamentale donnée à la géographie. Aujourd'hui, si on en juge par les œuvres de Paul Vidal de Lablache, nous avons tous appris à l'école primaire des cartes qui viennent de Vidal de Lablache et plus tard, évidemment, Fernand Braudel. Alors d'abord, voilà les deux questions que je voulais vous poser, Alexa. Bon, d'abord, il est tout à fait évident que la géographie a fait partie d'emblée dans la tradition du 19e siècle français et du positivisme français d'ailleurs. C'est une branche de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est resté dans l'agrégation. Il y avait l'histoire et des épreuves de géographie que nous redoutions tous, surtout les épreuves de géographie physique. Mais enfin, les deux étaient liés et au fond, dans la pensée des fabricants de tous ces programmes de la Troisième République, même déjà de Victor Duruy, qui a inspiré tout cela au temps du Second Empire, ça remonte même à cela, il s'agissait en effet de considérer que la géographie, je dirais, c'est ensuite Braudel qui a trouvé les mots pour le dire, que la géographie, c'est simplement du temps un peu long, un peu retardé, avec la géographie de la Terre, des unités plus lentes, une histoire immobile à s'écouler, mais une histoire pas si immobile que cela, mais d'une vitesse, disons, de sédimentation qui n'est pas celle, en effet, de l'histoire bataille, comme on l'appellera ensuite, enfin de l'histoire politique. Mais est-ce que vous entendez par là que la géographie donc n'aurait pas une autonomie ? Pourtant, elle l'a depuis Strabon. Alors, l'autonomie, elle la trouve effectivement dans des sciences naturelles. C'est-à-dire qu'elle puise naturellement, elle colonise comme des disciplines auxiliaires une foule de connaissances qui lui viennent des sciences naturelles, d'abord de l'astronomie, bien entendu, oui. Parce que la mesure de la Terre suppose effectivement une progression mathématique du monde, mais ensuite, évidemment, avec la théorie des climats, avec le rôle des climats, des précipitations, avec les courants marins aussi qu'il faut étudier, etc., on arrive effectivement à synthétiser peu à peu des connaissances positives qui ont été prises par les uns et par les autres. Mais là-dessus, évidemment, se greffe à cela au XVIIIe siècle tout l'essor extraordinaire des sciences humaines qui est en fait déjà préparé par les grandes découvertes. Alors il faut connaître des sociétés... Ah oui, alors cette étape, la grande étape des voyages, des grandes découvertes... elle commence au XVe siècle avec les grands voyages des Portugais, oui. C'est les premiers, et donc les cartes qu'on appelle les portulans, oui. Qu'ils établissent à ce moment-là pour retrouver les fonds marins et l'ensemble du monde. Des roses des vents, oui. Et puis, on sait très bien que Magellan a fini par faire le tour de la Terre. Oui. Donc, tout cela, effectivement, c'est un début de connaissance de l'océanographie et d'un certain nombre de sciences positives. Et c'est ainsi que, petit à petit, par l'annexion de ces sciences auxiliaires, oui. Nous avons une géographie physique et une géographie humaine. Oui, mais alors, permettez-moi une question. On met en rapport, évidemment, la géographie avec la découverte de la Terre, et ça a d'ailleurs continué pendant tout le 19e et même jusqu'au 20e oui, sièle. Bien sûr. Mais est-ce que ça n'a pas un rapport également, puisque là, nous allons vers la géographie humaine et politique, avec la conquête de la Terre après la croisade, la fin de la croisade, à cause de la fermeture du monde oriental, la conquête, n'est-ce pas, des Indes occidentales. C'est tout à fait vrai. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Il y a le colonialisme, mais il faut voir que les écrivains qui ont écrit, comme l'abbé Raynal par exemple, oui. Sont foncièrement... Ça, c'est au XVIIIe siècle. Oui, ils sont foncièrement anticolonialistes. Pourquoi ? Parce qu'ils découvrent la profusion des sociétés et leur complexité. Alors, bien entendu, il y a des sociétés qu'on considère comme primitives et qui recueillent le mépris, effectivement, de ces auteurs. Mais lorsque l'on retrouve des vraies civilisations classiques, que dire de l'Inde, par exemple, dont on voit que toute la grammaire, le sanskrit, est déjà, en fait, le squelette de toutes les langues indo-européennes. Que dire de la Chine, dont la philosophie et la complexité défient évidemment de manière incontestable, même la Chine bouddhiste, l'ensemble et donc le confucianisme et évidemment le classicisme. Bref, on trouve qu'il y a des civilisations classiques qui étaient ignorées.
qui ne sont pas les civilisations gréco-latines, qui ne sont même pas la civilisation byzantine telle qu'elle a été ensuite recueillie par les Russes, la troisième Rome. Mais non, il y a aussi des quatrièmes, des cinquièmes, des sixièmes Roms, donc des univers parallèles véritablement. Oui. Et cette découverte de ces univers amène à un relativisme de bonne aloi, c'est-à-dire en fait déjà à une perspective antiraciste qui, bien entendu aussi, c'est l'époque où la question de l'esclavage commence à être remise en cause. Et finalement, les constituants américains arriveront à cette expression très malheureuse, l'institution particulière du Sud, puisqu'on sait que le Sud s'effondrerait avec l'abolition de l'esclavage, et en même temps l'esclavage était déjà inacceptable pour l'ensemble des fondateurs véritables de la démocratie américaine. Donc en fait, tout ce développement de l'anticolonialisme et lié également à la géographie et de l'humanisme, est lié bien entendu à la géographie et à la découverte de la Terre. Oui. On ne peut pas, Élisée Reclus, on est tout à fait un géographe de la fin anarchiste, du 19e siècle, grand géographe qui a fait une géographie universelle. Protestants et francs-maçons. Oui. Et le modèle même de cet antiracisme profond de la géographie. Bien sûr, la géographie sert aussi à faire la guerre, elle sert à dominer Et on voit très bien que les écoles coloniales ont appris la connaissance fine des tribus pour mieux les dominer. Mais ce n'est qu'un début. En réalité, plus on avance et plus on les comprend. Et plus on les comprend, moins on accepte leur situation de sujétion. C'est donc l'anticolonialisme et l'émancipation des peuples qui est à l'horizon long, bien sûr, de la découverte du monde. Bon, mais alors je me tourne, si vous voulez bien, vers François. François, je sais que vous êtes intéressé à la géographie, notamment parce que vous êtes un bon lecteur de Kant et que Kant s'est intéressé lui aussi à la géographie. Il était professeur de géographie. Mais ça n'empêche qu'en dehors des rapports entre Kant, qui couronne l'intérêt de la philosophie des Lumières pour la géographie, tout le monde connaît la théorie des climats de Montesquieu, je voudrais également vous poser une autre question. C'est avec l'importance de l'écologie et l'apparition de la géopolitique, est-ce que la géographie n'était-elle pas, comme l'a dit d'ailleurs très bien déjà notre ami Alexandre, un lieu de rencontre fondamental des sciences humaines aujourd'hui, mais un peu méconnu? Voilà. Alors, que répondriez-vous à ça? Avec la question extrêmement brûlante du changement climatique, réchauffement climatique, etc., c'est parfaitement vrai qu'on est en plein dans des questions de géopolitique et en particulier aussi dans l'étude prévisionnelle, enfin la prospective des migrations, puisque si des terres entières devenaient inhabitables, sortaient de l'écoumène parce qu'elles sont inondées, parce qu'elles sont brûlantes, etc., à ce moment-là, nécessairement, il y aurait non seulement des pertes humaines, mais aussi une vaste migration qui n'aurait d'ailleurs rien à voir avec les problèmes dont aujourd'hui se soucie l'extrême droite, alors qu'en réalité, il s'agit malgré tout d'un certain mélange dans des proportions qui sont tout à fait inégales, si on veut, de populations extérieures et de populations autochtones. Donc ça, c'est parfaitement clair. Alors, sur un plan épistémologique, il y a une réflexion qu'on peut faire qui est peut-être excessive, je ne sais pas. Galilée et Descartes ont dit qu'il n'y avait pas lieu de distinguer strictement, ou métaphysiquement, comme on veut, les phénomènes des corps célestes et les phénomènes des corps terrestres. Ils ont donc unifié, si on veut, la physique. Or, ce que dit Strabon est assez génial, parce qu'en réalité, il dit cela. Vous avez raison, mais c'est ce que pensait Strabon, Hipparque, Aristarque de Samos, précisément. Et d'ailleurs tous les géographes, même Ptolémée. Ou si on veut dire les choses à l'envers, Galilée et Descartes n'ont pas purement et simplement innové en traitant les corps terrestres comme des corps en général, mais en fait ils ont suivi une voie qui n'était pas la voie royale des autres sciences, mais celle de cette géographie dont on est en train de parler. Alors maintenant, il y a une actualité un peu surprenante, je voulais en parler, parce que l'anthropologie de Kant, qu'il a publiée très tardivement, est en fait très, inséparable d'un travail qu'il a fait pendant 40 ans, en tant que professeur ordinaire de géographie. Oui. Il n'a été métaphysicien, si on veut appeler comme ça l'entreprise critique, que sur le tard et en tant que professeur extraordinaire.
Donc son métier, si je puis dire, c'était d'enseigner la géographie dite physique. Alors cette géographie physique a été non écrite. Ce sont des enseignements, mais évidemment, comme d'habitude, il y a des notes de cours. Mais il en a tiré quand même des conclusions, n'est-ce pas, pour une anthropologie du point de vue pragmatique. Oui. Il y a des effets philosophiques de cette géographie. Voilà. Alors, quel est l'effet non seulement philosophique, mais strictement actuel? Alors, le meurtre de George Floyd aux États-Unis, qui a donné lieu au mouvement Black Lives Matter, a été immédiatement suivi par un écrit que je viens de découvrir aujourd'hui, là, je veux dire. Alors cet écrit, donc, il est le fait d'un auteur qui s'appelle Emmanuel Chukwudi Ease, et ça s'appelle The Color of Reason, la couleur de la raison. L'idée de race dans l'anthropologie kantienne. Bon, en réalité, l'idée de race dans l'anthropologie... Alors, naturellement, il démontre que le racisme doit à Kant un premier mouvement. Que Kant est raciste, oui. Enfin, oui. Alors maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Je voudrais revenir sur les travaux de Kant, qui sont de géographie et qui portent sur le concept de race et la diversité des races humaines. En un mot, hein, parce que Kant est un bien-pensant. Oui. Il estime qu'il n'y a qu'une espèce humaine. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une interfécondité de tous les types humains, tout simplement. Tous les humains peuvent se marier et procréer entre eux. Voilà. Donc il en conclut qu'il reste à expliquer les différences. Oui. Puisque tous les types sont interféconds et sont une seule espèce, pourquoi tant de différences? Qui sont pas seulement de couleur. Et alors, la réponse? Alors, ce qui est intéressant, ce Kant, qui n'a jamais quitté Königsberg de sa vie, de vieux ronchon, enfin, que dit-il? Comme ça, avait des renseignements qui lui venaient des voyageurs de commerce, essentiellement. Voyageurs de commerce qui méprisent très profondément, dont il dit beaucoup de mal dans l'anthropologie du point de vue pragmatique, etc., mais qui lui rapportent aussi des informations sur toutes sortes de peuples, qui sont également extrêmement malveillantes, il faut l'admettre. Alors, il y a une obsession de Kant qui est passée, je vais plus vite, qui est passée à Schopenhauer, la paresse. Il estime que beaucoup de peuples sont paresseux, et il estime que les peuples entreprenants, durs, qui, si on veut, suivent un certain devoir de réussite et d'entreprise, sont rares. Oui. Donc, il est vrai qu'il taxe beaucoup de peuples de paresse. Écoutez, merci de ces éclaircissements. Alors, je reviens vers vous, cher Alexandre, puisque, au fond, vous êtes germaniste, mieux que nous tous, mais comment expliquez-vous un phénomène qui est quand même très étonnant, c'est qu'il y a eu un enthousiasme pour la géographie, en particulier en France, au XVIe siècle. Baudin, les voyages organisés par François Ier, par Coligny, par Catherine de Médicis ont donné lieu à toute une littérature de voyage. L'école de Dieppe a été une grande école cartographique. Ça a continué au XVIIe siècle. Nous avons de grands géographes, avec les frères Cassini qui ont fait la carte de la France. Mais quand même, au XIXe siècle, on doit dire que, enfin, par rapport aux voyageurs anglais et aux voyageurs et géographes anglais d'un côté et aux géographes allemands de l'autre, la France marque, sauf à la fin du XIXe siècle, un peu le pas. On n'a qu'à citer, n'est-ce pas? En Angleterre, tout le monde connaît au XIXe siècle Darwin, Livingstone et Stanley qui ont découvert les sources du Nil. En Allemagne, Alexander von Humboldt, Karl Ritter, Frédéric Ratzel qui a inventé, nous le verrons plus tard, la géopolitique. En France, à la fin seulement du XIXe siècle, il y a Élisée Reclus, Paul Vidal de Lablache et Albert de Mangeon, qui ont certes influencé l'école des annales, mais enfin, il y a une certaine marginalisation de la géographie. Et je voudrais que vous nous expliquiez, vous me dites que si c'est vrai ou faux, et que vous nous expliquiez pourquoi, Alexandre. Eh bien, c'est comme souvent dans l'histoire allemande, tout commence très très bien, et même, je dirais, sur les sommets, Himmelhoch jauchzend, et puis ensuite, bis zum Tode betrübt, ensuite on tombe vers la mort. Et le stand mort. C'est Alexandre... c'est l'époque de Goethe et de Humboldt. Voilà, Alors Humboldt est un homme qui est non seulement... mais qui écrit aussi bien en français qu'en allemand, mais qui a surtout une véritable dilection pour la diversité du réel, pour sa somptuosité. En fait, c'est un véritable amoureux de la terre et de la géographie, mais dans un sens extraordinairement positif. Et je dirais, sur le plan littéraire,
Goethe, avec son divan, avec ses références à l'orientalisme, la façon dont, justement, exactement dans l'esprit de Montesquieu, qu'il admirait, fait l'éloge de la philosophie persane, de la grandeur de l'Orient. Il y a une véritable ouverture. Et la France. Un mot sur la France pour finir. Eh ben non, mais Ratzel, oui. C'est de là où on arrive après le 1813. L'idée de l'Allemagne, c'est il nous faut notre place au soleil. Oui. Et il faut savoir non pas ce qu'est le monde, mais ce que va devenir le monde dirigé par l'Allemagne. L'unité de l'Allemagne et la volonté de transformer le monde, c'est-à-dire la plasticité du monde. Il est exact, elle n'est pas universelle, mais elle est possible. Oui. Et donc la conquête. Et c'est cela, Ratzel. C'est l'idée de l'espace vital. Déjà, ces termes que sont si centraux dans la pensée hitlérienne, oui. Ils sont là, ils sont chez Ratzel. C'est tout à fait vrai. Alors, et il faut donc faire une grande Allemagne pour surclasser la grande Angleterre et la Alexandre, grande France. Vous nous introduisez à notre prochaine émission concernant la géopolitique, puisque Ratzel est en effet l'un des fondateurs de la géopolitique contemporaine. Merci à tous les deux. Et donc, à la semaine prochaine.